Bonjour à tous, amis de la RH. Bonjour Yann. Alors, tu es Yann Mallet. Je suis super heureuse de te voir. En plus, je crois que tu as pris ton train très tôt ce matin pour venir chez nous. Donc, grand merci. Yann, tu es le directeur de la formation des élus et administrateurs au sein d'une très belle entreprise, une entreprise à mission, une entreprise engagée, qui est donc le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Bonjour Yann. Bonjour Béatrice, ravi d'être parmi vous. Très, très contente moi aussi. Alors Yann, il y a une première question que j'aime beaucoup poser en général. C'est vraiment la question de qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? J'étais très indécis quand j'étais petit, puisque il y avait plein d'idées de métiers qui me passaient par la tête, soit dans le conseil aux entreprises, avocat, dans la direction financière, informaticien. Je voulais aussi être prof à un moment. Je dessinais beaucoup également, y compris pendant les cours, j'étais un petit peu dissipé. Et donc, en fait, il y a des moments où il faut faire des choix. Et puis, il y a des moments où on se rend compte aussi que les choix ne sont pas les bons et qu'il faut parfois faire son propre choix. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans une boîte incroyable qui s'appelle Crédit Mutuel Alliance Fédérale, où c'est une boîte qui croit dans les gens, qui croit dans ses salariés et qui permet de faire des superbes parcours de vie. Et c'est une boîte qui t'a fait confiance très tôt. Parce que du coup, en quelle année tu rentres au sein du Crédit Mutuel ? Je suis rentré en 2010. Tu as quel âge à l'époque ? J'avais 22 ans. Ouais, donc super jeune. Et là, tu fais tes classes. Tu commences par quel type de métier ? Est-ce qu'on te met, qu'il y a certaines banques, par exemple, tu commences comme BNP Paribas, en général sur le terrain ? Quelle est la culture un peu du Crédit Mutuel Alliance Fédérale ? Je suis rentré dans un service qui allait devenir le secrétariat général groupe, donc proche de la direction générale et de la présidence. En centrale, tout de suite au siège, d'accord ? Tout de suite au siège, suite à une annonce qui était parue, mais de manière presque confidentielle. Incroyable. Et en fait, c'était un service où on faisait tout. On faisait de l'accompagnement, de la gouvernance et des décideurs, des fusions-acquisitions, des relations avec le régulateur des banques, puisque les banques sont un secteur extrêmement réglementé. En plus qu'on venait de sortir de la faillite de Lehman Brothers, donc il y a plein de choses qui ont bouillonné depuis. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, on le voit, tu as des problématiques qui sont super diverses. Et comment tu arrives progressivement au learning ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, Alors, le learning, c'est une grande passion, puisqu'en fait, j'ai fait un double Master 2. D'abord à la faculté de droit, juriste conseil d'entreprise, ensuite à Sciences Po Strasbourg, en finance d'entreprise et marché financier. Ah non, c'est super financier, là. Tu me dis finance d'entreprise, moi je pense bilan, je pense PNL. J'étais même fou au point de passer en candidat libre le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. J'en ai validé la moitié. Donc il y avait quand même une appétence. Il y avait une appétence et très rapidement, en fait, je voulais rendre à la fac et à l'université parce qu'on a la chance en France incroyable de pouvoir se construire et faire des études à des tarifs qui sont... Contrairement aux États-Unis où tu t'endettes avant même d'avoir travaillé. Hein. Incroyable. Et donc la contrepartie, c'est que je voulais rendre à l'université ce qu'elle m'avait donné. Et donc assez rapidement, j'ai contacté mes anciens profs pour savoir s'ils avaient besoin d'intervenants professionnels. Et là, t'as quel âge J'avais 26 ans. Wow. 26 ans. Et t'as pas peur de monter sur scène, avoir ta classe, tes élèves qui sont à peine plus jeunes que toi ? La plus grande peur, c'est qu'ils m'appellent monsieur, alors que j'avais 4 ans de plus qu'eux, et ça a été le cas. mais c'était une formidable source d'apprentissage. À l'époque, je démarrais en tant qu'enseignant, avec les PowerPoint, avec les fameux bullet points imbuvables. J'ai honte de cette époque, mais ça a permis de me construire aussi. Et petit à petit, en fait, on construit des formats interactifs avec eux, où on construit des formats sur la base de l'andragogie inversée. On va leur poser des questions. Ça, j'ai m'arrêté quelques-uns. D'abord, qu'est-ce que tu enseignes là-bas ? Alors, j'enseigne le droit à la stratégie bancaire, les fusions-acquisitions, et maintenant, auprès d'un nouveau master, assurance et gestion des risques, je leur enseigne toute la communication, le développement personnel et le coaching. Excellent. Donc, en fait, tu as à la fois du hard skills et du soft skills. Ça représente à peu près combien d'heures par an ? À peu près une centaine d'heures. Centaine d'heures, ok. Et du coup, c'est quelque chose qui s'est mis en place avec Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ils ont cette ouverture d'esprit de dire, ok, l'enseignement, c'est aussi quelque chose qui te nourrit. Oui. Oh, c'est extraordinaire. C'est rare. On a beaucoup de collaborateurs qui sont engagés, alors à la fois dans l'enseignement, mais aussi dans les associations, dans le domaine culturel, dans le sport. Et Crédit Mutuel Alliance Fédérale a toujours eu cette ouverture d'esprit de dire, nous sommes une boîte qui sommes nous-mêmes engagés. Et c'est important de laisser valoriser les potentiels que nous avons, à la fois parmi les salariés et puis les élus sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Mais tu vois, je m'arrête quelques instants. Moi, ce qui me frappe, c'est que tu vois, on parle toujours de Google avec ses 10% de temps libre où tu fais tes projets. C'est canon, mais quelque part, il y a plein d'entreprises françaises qui, depuis des années, ont cette ouverture d'esprit de se dire, OK, on peut avoir à côté d'autres projets qui viennent nous nourrir d'un point de vue intellectuel. Moi, tu vois, par exemple, chez Cocori, notre CTO, il enseigne chez Télécom Paris.
Et moi, je trouve que c'est canon, en fait. Tu vois, moi, j'avais enseigné à Dauphine pendant deux semestres, et c'est des choses qui te nourrissent énormément. Donc, moi, je dis bravo, tu vois, à son entreprise d'avoir cette ouverture d'esprit. Et toi, du coup, ce qui est chouette, c'est que tu as une équipe de combien de collaborateurs avec toi? Alors, on était 4 encore il y a 1 an et demi. Ouais. On va passer à 15 le 1er décembre. Canon. Et du coup, toi, ta particularité, tu me disais que tu attends aussi de tes équipes qu'elles enseignent aussi, c'est ça? J'attends qu'ils s'accomplissent dans leur travail et à côté de leur travail. Et donc, il y a une moitié de l'équipe qui formait déjà ou qui avait envie de former. Et donc, je les incite à poursuivre parce que quand on se confronte à un public d'étudiants, soit dans sa zone de confort, soit hors de sa zone de confort, c'est un formidable terrain d'apprentissage. Et j'ai la chance d'être entouré d'un tas de personnes inspirantes, à la fois dans mon équipe, mais également dans mon entourage, parmi mes amis. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des personnes inspirantes autour de nous. Donc autant faire profiter les étudiants à des moments où ils sont dans des phases clés de leur vie, où ils doivent se construire et faire des choix qui parfois sont pas évidents. Bien sûr. Et en plus, du coup, tu as des étudiants donc, qui sont en cycle universitaire, mais la caractéristique des étudiants, c'est qu'ils ne sont pas en entreprise, ils ne sont pas obligés d'être là, quoi. Donc, tu dois les intéresser. Et je reviens sur le principe que tu parlais tout à l'heure d'andragogie inversée. Alors, c'est un concept qui est assez récent. Je crois qu'il est né d'Allemagne à l'origine. C'est un peu l'inverse de la pédagogie. Mais est-ce que tu peux expliquer vraiment très simplement pour des néophytes qu'est-ce que c'est que l'andragogie inversée? C'est un peu barbare. Hein. Oui, j'avoue que c'était un petit peu dur ce matin. Mais andragogie, déjà, c'est de parler à des adultes. La pédagogie, c'est l'art d'enseigner à des enfants. L'andragogie, c'est l'art d'enseigner à des adultes. Un adulte, par définition, il a déjà un minimum d'éducation, il a déjà un certain nombre de fondamentaux. Donc, il a déjà des acquis, il a déjà commencé à se construire en tant qu'être humain. Il a déjà de l'expérience, il a déjà des connaissances, il a déjà des passions qui sont déjà affirmées. Donc, ça fait qu'il y a déjà un terreau sur lequel on peut construire. Et le fait d'inverser l'andragogie, c'est le fait de dire, du coup, on va pas faire du descendant avec des adultes. On va les faire partager, on va valoriser ce qu'ils savent déjà, qui ils sont déjà. Et ça, quand on l'associe à du collectif, surtout un collectif qui est diversifié, en fait, les personnes apprennent à se connaître les uns les autres, apprennent les uns des autres. Et après, nous, on a juste à consolider l'ensemble en valorisant ce qui est bien, parfois en corrigeant les erreurs ou les rumeurs qui peuvent se propager et en leur donnant l'essentiel à retenir pour qu'ils puissent encore avancer. Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Est-ce que du coup, tu mixes soft skills, hard skills dans tes cours? Quels sont tes principes un peu j'allais dire tes principes pédagogiques, mais attention, là, tes principes d'andragogie? En fait, les hard skills, c'est 50% du contenu d'un bon professionnel. Attends, tu veux dire que là, par exemple, je te prends une formation sur la stratégie bancaire. Oui. Dans ton cours sur la stratégie bancaire, tu mets du soft skills. Dans tous mes cours, je mets Mais tu fais comment, par exemple? Par exemple, il y a un des cours que je dédie à des étudiants en alternance, donc, qui sont déjà un pied dans l'entreprise. 2 tiers du cours, c'est de l'andragogie inversée, où ils travaillent avec moi et construisent avec moi sur des thématiques comme l'environnement bancaire, la stratégie de produits et services, le fonctionnement de l'entreprise elle-même au niveau bancaire, toutes les démarches ensuite sur le positionnement et le comportemental du professionnel. Et ensuite, il y a 1 tiers du cours, c'est de la gestion de projet libre, où on a monté des juniors entreprises en bac à sable, où en une démarche de 7 étapes, ils construisent un modèle d'affaires, une analyse de l'environnement, un diagnostic stratégique, une cartographie des risques, un prévisionnel financier, une analyse plan de charge, plan de moyens et un plan de com pour pitcher leur projet vis-à-vis de leur pairs. C'est génial. Mais c'est marrant, quand je t'écoute, tu as une approche très entrepreneuriale, je trouve. Totalement. Tu vois, mais c'est canon. C'est parfois, tu vois, un des écueils qu'on rencontre lorsqu'on parle beaucoup des universités françaises. On a parfois certains cursus qui peuvent sembler un peu déconnectés de la réalité terrain, l'opérationnel. Et je trouve que tu vois infuser un peu de culture comme ça, entrepreneuriale, les pousser à apprendre à pitcher, présenter des projets. C'est de toute façon des compétences qui vont être essentielles dans la vie pro. Quoi. Tout à fait. Pour d'autres masters sur lesquels j'ai moins de temps, souvent, à la fin de 10, 20, 30 heures de cours, ils se disent à quoi ça sert. Un autre format qu'on a testé récemment, c'est de faire un jeu de rôle collaboratif qui mélange tous les contenus qu'ils ont pu voir dans l'année, mais sous une approche très ludique, façon Cluedo ou Monopoly, pour que, en fait, par le jeu, ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont appris et surtout de à quoi ça leur sert. Et ça, la démarche de jeu, la démarche de négociation, de construction en groupe,
naturellement, ils se laissent prendre au jeu et ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont accumulé, tout ce qu'ils savent déjà. Et en termes d'épanouissement personnel, c'est juste incroyable. C'est génial. Et du coup, finalement, quand je t'entends, je me dis que c'est un peu ton laboratoire d'expérimentation. Il y a des choses que tu importes ensuite dans le monde de l'entreprise où tu dis, OK, ça, mon Cluedo, il marche super bien. Cette technique, je pourrais la reproduire dans mon environnement pro. On a testé pas mal de choses. J'ai testé pas mal de choses. La démarche de gestion de projet, on vient de l'implanter dans un diplôme d'université qu'on vient de créer avec l'Université de Strasbourg, réservé à des bénévoles qui sont administrateurs dans nos caisses locales, qui sont boulangers, artisans, enseignants, jardiniers, professeurs, dirigeants d'entreprise. Donc, ils sont pas du tout des professionnels de la banque, mais qui s'investissent à nos côtés pour prendre des décisions dans une entreprise à impact qu'est le Crédit Mutuel. C'est 16 000 personnes. Et donc, on vient d'ouvrir ce diplôme avec l'Université de Strasbourg qui nous a fait confiance et qui leur offre l'équivalent d'un quasi-MBA. C'est génial. 72 heures de cours. Alors, tu peux revenir un petit peu. Comment est née l'idée ? C'est toi qui l'as porté, tu as poussé le sujet, tu t'es dit OK. J'ai la chance d'avoir un président, Nicolas Terry, qui est toujours en pointe de l'ensemble des avancées, et notamment de tout ce qui peut avoir un impact sociétal, qui est très soucieux avec l'ensemble de nos dirigeants, Daniel Ball également, directeur général, de notre gouvernance mutualiste, du fait qu'on est une banque qui n'est pas cotée en bourse, dont le capital est contrôlé par nos clients. Ça, c'est très fort en termes de culture et d'ADN. Ça a forcément un impact sur... Ça change tout. Ouais. On a des résultats qui, du coup, sont totalement réinvestis dans le développement et l'accompagnement de nos sociétaires et clients et dans l'impact sociétal. On prend des décisions qui sont dures, parfois, en termes commerciaux, mais qui sont utiles pour la société, pour les... Dans le cas du Covid, notamment. Ouais. Et ça fait que, à un moment, ces sociétaires et clients qui s'engagent à nos côtés, qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences, parfois de leur réseau, on cherche à les reconnaître et les valoriser par l'intermédiaire de la formation des élus et des administrateurs. On a pas mal rénové les dispositifs, on y reviendra peut-être un petit peu après, depuis 3 ans. Et là, le clou sur le gâteau, c'était de pouvoir offrir un diplôme, une certification qui leur permette de valoriser leur engagement bénévole dans un contexte personnel ou professionnel. Et du coup, c'est offert à tous les bénévoles ciblés. Comment ça se passe ? Faut candidater ? Tu mets un filtre un peu de motivation ? Tous nos dispositifs sont offerts à l'ensemble de nos bénévoles. Ils ne payent aucune formation, y compris leur déplacement, y compris leur hébergement, leur restauration. C'est l'école gratuite. C'est l'école 42 côté Crédit Mutuel. Pour 16 000 personnes. Et le diplôme, on ne peut former et accompagner qu'une 60aine de personnes par an. Tout type de génération. Là, la promotion qu'on vient de diplômer, ça date d'il y a quelques jours. 34 à 67 ans, venant de toute la France, à parité homme-femme. Et pour certains, c'était la première fois qu'ils fréquentaient l'université. C'est génial. Là, tu fais quand même un métier qui a vachement de sens, qui a beaucoup de sens. Je pense que j'ai la chance de faire un des plus beaux métiers du monde et c'est incroyable. On est d'accord là-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'ils apprennent dans ce cursus ? C'est quel type de sujet ? Quel type de... Comme on est en partenariat avec la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg, avec des professeurs qui ont une renommée nationale dans le domaine du droit des affaires et du droit bancaire, il y a une grande partie des enseignements qui sont à connotation juridique et management. Et nous, on prend en charge une autre partie des enseignements qu'on appelle l'administration stratégique mutualiste. On va faire de la stratégie, on va faire des RH, on va faire du développement durable et de la transition climatique et sociétale. Génial. Et du conseil de décision. Donc, on a 72 heures en magistral en ligne et on a 13 heures de gestion de projet qui vont te rappeler ce que j'évoquais juste avant, puisque ce que j'avais testé avec mes étudiants, on en a réussi à l'implanter dans ce diplôme d'université en s'adossant sur des coachs salariés qui font partie soit de la formation des élus, soit d'anciens étudiants qui ont eux-mêmes vécu la simulation de gestion de projet dans le master dans lequel j'enseigne et qui ont intégré Crédit Mutuel en fédéral. Génial. Super fort. Ouais, ça me fait vraiment penser au modèle de l'école 42 dans un monde un peu différent. Mais tu vois, cette dimension vraiment où tu mets pas un ticket d'entrée, déjà tu lèves un énorme frein. Là, les thèmes que tu cites, c'est que des thèmes qui sont vraiment essentiels à la gestion d'entreprise. Donc, tu es vraiment en train de faire monter en compétence des gens. Et là, en termes d'impact social, c'est super fort. C'est super fort. Et du coup, je reviens un petit peu à ton équipe parce que ça m'intéresse. On le sent passionné d'enseignement. Je pense que là, tous nos auditeurs l'ont entendu, Yann. Aujourd'hui, pour toi, quelles sont les compétences qui montent
sur lesquels il faut se positionner quand on veut faire de la pédagogie. Tu vois, dans ton équipe, est-ce que tu as plutôt des profils formateurs en présentiel, formateurs en ligne? Quelles sont les compétences où tu dis, ah tiens, là tu passes de 4 à 15 tout d'un coup. Quelles sont les compétences sur lesquelles tu dis, ok, là il faut qu'on progresse plus? Ça m'intéresse. Alors, on est passé effectivement de 4 à 15 en mettant en place une organisation. C'est de l'hypercroissance, ça. Hein. C'est de l'hypercroissance. On est d'accord. En 1 an et demi, en adossant à la fois du comportemental et du technique. C'est-à-dire que on avait dans l'équipe des personnes avec une très très forte intelligence émotionnelle, qui ont des parcours de construction de leur carrière. Ils n'étaient pas du tout faits pour ça. Souvent, ils sont rentrés dans le réseau bancaire. Parfois, ils étaient dans les filiales techniques. Parfois, ils étaient dans l'informatique. Et en fait, c'est des personnes chez qui j'ai détecté un potentiel émotionnel, comportemental, une intelligence relationnelle qui était assez rare. Et qui, du coup, ont cherché des semblables. On a un process de recrutement qui est un petit peu particulier puisque dans le fonctionnement de l'équipe, toutes les décisions stratégiques sont instruites en équipe avant de passer les stades de décision politique et les décisions stratégiques du service sont prises en équipe. Donc là, par exemple, sur l'ensemble des postes, on a défini la fiche de poste ensemble. Il y a eu un premier entretien avec moi et puis l'équipe RH. Et la décision finale revenait en équipe. Attends, c'est super rare. En général, on est d'accord que la décision finale, c'est plutôt le boss. C'est rarement l'équipe. Oui. Et comment tu fais? Attends, on revient sur ton process, ça m'intéresse. La fiche de poste, elle est faite en équipe. Oui. Ensuite, tu lances ce recrutement. Il y a un premier filtre qui est fait. Par la RH. Par la RH. Vous recevez les candidats. Et là, du coup, ils sont reçus d'abord par toi et par... D'abord par moi. Je fais un pré-entretien aussi pour ne pas faire perdre de temps à l'équipe puisque... le dernier entretien, le candidat peut se retrouver face à 5-10 personnes faciles. De ton équipe? Oui. Wow. Qui sont tous différents. Donc, il n'y a pas un clone dans l'équipe. Donc, le candidat peut difficilement jouer un jeu. Ouais. Et moi, je peux difficilement être biaisé dans la phase de décision in fine où on dit on recrute ou pas. Alors, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi chez Kokoroé. C'est le fait, auparavant, tu vois, on avait tendance à centraliser les recrutements. Et on a commencé ensuite à l'ouvrir. Et en fait, on s'est aperçu que le fait, tu vois, d'impliquer même d'autres personnes de notre équipe dans le recrutement, et bien, le candidat avait une vision un peu plus globale de la culture d'entreprise. Il se disait, ah, ok, je vais être amené à bosser avec telle ou telle personne. Et en fait, c'est transparent des deux côtés. C'est ça. Donc, je comprends super bien. Et ta décision finale? On la pense sur 2 critères qui sont la personnalité par rapport au poste, à l'équipe et au projet, et les compétences et le potentiel. Parce que c'est quelqu'un qui est 100% compétent pour un poste, il va s'ennuyer. Il faut toujours qu'il y ait une marge de progression, une marge de challenge, une marge d'évolution, où on sent la personne, à la fois par rapport au poste et puis au projet qu'on souhaite mener. T'as raison, il ne faut pas que la personne s'ennuie et fait le tour au bout de 2 mois. Et très clair. Et donc là, aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes chez toi. Oui. Quel type de compétences tu as dans l'équipe? Tout. Un peu tout. C'est vraiment, tu as été volontairement sur des profils très polyvalents. Voilà. J'ai à la fois des personnes qui s'occupent des publics, puisque quand on parle de gouvernance mutualiste, donc de nos bénévoles qui s'engagent à notre niveau, on a des élus de caisses locales, on en a 16 000. On a des managers qui sont les présidents et les vice-présidents dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance. C'est 4 500 personnes. Donc on a monté un parcours de management dédié qui s'inspire des grandes écoles de commerce qui leur est offert également. Et puis, on a des administrateurs qui prennent des décisions à un niveau groupe et qui font l'objet d'un suivi par les autorités de régulation et sur lesquels on doit les accompagner, puisque c'est pareil, c'est des personnes qui croient en nous, qui ont un impact positif sur notre entreprise à mission et donc on ne peut pas les laisser dans une situation d'échec. Ensuite, on s'est adossé à une partie tech, puisqu'on a une partie transformation digitale et technologie dans l'équipe, une partie data et une équipe multimédia qui est en train de se constituer également pour développer toute la stratégie digitale dans le service pour optimiser le temps des élus qui consacrent un temps limité au Crédit Mutuel et c'est tout à fait normal et on leur en est reconnaissant. Et pour ça, il faut qu'on adopte un positionnement en temps, une adéquation de nos dispositifs de formation au temps qu'ils sont prêts à nous consacrer et sur les sujets qui les intéressent et qui leur sont nécessaires. Et le dernier volet, c'est qu'on a un tas d'expertise dans le groupe, mais on avait besoin d'avoir des experts qui ont également une démarche andragogique, c'est-à-dire qui sont capables de prendre le niveau 0 d'une matière, d'un sujet, aussi technique soit-il, et d'amener au premier niveau qui est juste le nécessaire pour pouvoir faire son job. Et après, travailler à l'envie et l'enthousiasme de dire, les personnes qui commencent à apprendre ont envie de continuer à apprendre.
Et c'est des cercles extrêmement vertueux. Et il ne faut pas générer de frustration dans le processus d'apprentissage en disant on n'a rien à vous proposer de plus. Et donc, on a pris des experts dans toutes les grandes catégories, à la fois de métiers du groupe et puis également de nos sujets d'intérêt. Excellent. Et je reviens juste sur ta partie équipe multimédia. Est-ce que toi, avec ces dernières années de crise sanitaire, tu as commencé à avoir une bascule de ton modèle de formation? Là, ta stratégie, c'est quoi? Quel est ton pourcentage un peu de présentiel, en ligne? Où est-ce que tu souhaites mettre tes efforts? Alors, le Covid a été un vrai révélateur puisqu'on était en 2019 encore 100% en présentiel. On avait, dans le cadre du plan stratégique qui est encore en cours dans Crédit Mutuel Fédéral, adopté des vraies ambitions sur la formation et l'accompagnement de nos administrateurs bénévoles. Et le Covid nous a permis de nous transformer. C'est là qu'on a démarré des webinaires interactifs en montant jusqu'à 70 personnes sur les publics cibles, animés exclusivement par des salariés et des élus qui ont l'envie de partager, qui ont l'envie d'échanger et eux-mêmes d'apprendre avec le public. Sur des modèles très interactifs également, on utilisait le chat avec les moyens qu'on avait pour générer de l'interaction, puisque finalement le marché de l'attention, il est très très compliqué aujourd'hui, et donc on a besoin d'utiliser des astuces pour garder le public attentif. On a testé l'auto-formation aussi, et puis on a testé un format qui nous plaît bien, c'est que ces élus bénévoles ils se retrouvent chaque mois dans leur caisse de crédit mutuel pour prendre des décisions. Et on s'est dit, si déjà ils consacrent ce temps-là au Crédit Mutuel, est-ce qu'on peut pas tenter de faire des micro-formats d'une vingtaine de minutes qui peuvent être faits directement par le directeur ou par un élu dans la caisse de Crédit Mutuel et qui leur permet de continuer à se former au fil de l'eau et sur des thématiques qui les intéressent. Donc tu capitalises finalement sur un temps où ils sont tous rassemblés pour vraiment positionner un créneau. Et c'est un créneau de quoi? C'est 15 minutes? C'est une formation un peu type formation flash, commando? 20 minutes. Alors, 20 minutes, ok. Beaucoup de descendants ont mis aussi sur l'interaction et puis ont mis aussi sur le temps d'après, puisque souvent les personnes déjeunent ou dînent ou partagent un apéritif. Comme dirait un collègue, il faut que ça infuse. Et le fait que ça infuse permet de générer des débats qui en fait vont prolonger le temps de formation finalement dans le temps de vie. Et c'est ça qui est intéressant, nous, à notre niveau. On teste aussi le multimédia pour faire gagner du temps d'explication et gagner davantage de temps d'interaction, de débat, d'atelier durant le temps de conseil. Et le temps multimédia, du coup, tu le déploies comment? C'est par exemple des e-learning avant d'arriver sur ta journée, histoire d'avoir les fondamentaux, ou après un ancrage, ou même pendant? Pendant, d'accord. Pendant. Okay. Tu diffuses... On diffuse des micro-vidéos, des micro-podcasts, des séances de témoignages enregistrées sur des durées de 2 à 3 minutes, ce qui laisse du coup un quart d'heure d'échange avec les participants. Top. Et alors du coup, tu commençais à parler de format et ça m'intéresse. Là, on est en fin d'année, on commence à réfléchir un peu aux nouvelles tendances 2023. On a certains puristes, je recevais il n'y a pas longtemps Jean Rocouillet qui avait lancé carrément son studio à podcast. Est-ce que toi, tu as des formats où tu te dis, OK, ça c'est un peu mon chou. Je ne vais pas t'influencer. Sache que moi, je suis fan de Twitch et je crois au Twitch de la formation. Mais voilà, c'est dit. Est-ce que toi, tu as des formats un peu chouchou, que ce soit textuel, vidéo ou autre, où tu te dis, ah tiens, ça j'aime bien, je voudrais creuser? On est justement en pleine réflexion parce qu'on est en train de capter des tendances de fond. Le présentiel descendant est quasiment mort. On a eu énormément de pertes sur les sessions qu'on a organisées dans l'ensemble de nos territoires, sur lesquelles on avait déployé beaucoup d'énergie et pour lesquelles les personnes ne venaient plus. En revanche, il y a des tendances fortes. La vidéo sur le purement descendant et sur des contenus presque snack, sur une durée de quelques minutes, pour que l'apprenant trouve le contenu qu'il a besoin au moment où il a besoin et sur le temps où il est prêt à y consacrer. Ça veut dire que le présentiel, qu'il soit physique ou digital, on peut l'allotir différemment en travaillant davantage en atelier, en collaboratif, en équipe, parce que ça permet aussi aux personnes de se développer un réseau et de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts qu'eux et où ils vont se rendre compte de leur potentiel. Donc ça, c'est des tendances assez fortes qu'on identifie aujourd'hui, sans compter que l'évaluation, quand on pense évaluation, on pense examen. Anxiogène. C'est hyper anxiogène, surtout que l'évaluation, c'est un jugement sur la personne. C'est très dur. Et aujourd'hui, la conscience de la culture de l'échec, de l'apprentissage au continu, de l'amélioration continue, mérite encore beaucoup d'être développée. Il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles
au jugement Bien qui sûr. va être porté sur eux, que ce soit objectif ou subjectif, et donc rendre l'évaluation ludique pour en faire un vrai moteur de progression, d'accomplissement de soi et d'épanouissement, c'est aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup. C'est très difficile parce que tu vois, quand tu disais justement c'est anxiogène, on le voit, tu vois, souvent les collaborateurs peuvent vraiment avoir ce côté, ça me renvoie à l'école, potentiellement mon échec scolaire ou vraiment les mauvais souvenirs de t'es en salle d'examen et t'as ton prof. Et je crois beaucoup au fait, tu vois, de vulgariser, de rendre ludique les formats. Enfin, je trouve que tu vois un peu notre ADN. Mais il y a vraiment ce côté sortir un peu du carcan académique pour créer une expérience qui soit positive au final. Et donc, tu explores des modes un peu d'évaluation différents ou des formats un peu atypiques. On est en pleine réflexion sur ces sujets d'évaluation. Je sens que c'est confidentiel, donc on ne va pas aller sur ce sujet. Je te remercie. Non, dis pas plus. Ok, super clair. Et du coup, est-ce que je sais que tu vas me dire que tu es une entreprise qui est effectivement engagée, donc c'est évident que des thèmes comme développement durable, tu l'évoquais tout à l'heure, ça fait partie des sujets qui sont adressés. Là, en cette fin d'année, on voit un gros boom sur les sujets de formation relatifs à l'inclusion. Tu vois, on parle de plus en plus. Ah tiens, je me forme aux micro-agressions, je me forme à l'intersectionnalité. Est-ce que toi, il y a des thèmes un peu qui émergent dans ta communauté d'élus? Alors, ça peut être du hard skin, du soft skin. Qu'est-ce que tu sens un peu être dans l'air du temps en ce moment? Nous sommes en train de former chaque élu et chaque salarié pour lutter contre toute forme de discrimination. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur puisque la discrimination, on en parle à toutes les sauces. Lutte, égalité homme-femme, discrimination intergénérationnelle. Et souvent, on la réduit à des stéréotypes, à des préjugés. Et on se dit que la sanction, c'est simplement du pénal ou parfois un peu de mal-être. Alors, la vraie sanction, c'est du mal-être profond des personnes, des dépressions, parfois des tentatives de suicide, des sentiments d'échec profonds. Et c'est quelque chose pour lequel on veut absolument lutter. Parce que personne n'est exempt de ça. On peut tous être maladroits sur ces sujets-là. Et donc, c'est vraiment un sujet de conscience collective et d'éducation collective qu'on a souhaité mettre en place dans l'entreprise à mission. Donc, on a développé un kit qui est actuellement en cours, à la fois auprès des salariés et auprès des élus, qui permet de les sensibiliser à la lutte contre toute forme de discrimination et qui permet d'avoir un impact positif auprès de nos sociétaires qui parfois ne savent pas à qui en parler. Parce que quelle est un peu ta typologie de sociétaire? Parce que je sais que tu disais, voilà, il y a vraiment des profils très larges. Il n'y a pas un portrait robotype, on peut pas dire. Non, tout le monde peut être sociétaire au Crédit Mutuel. Ouais. Donc en fait, en plus, ce qui est difficile sur ce genre de sujet, c'est que tu t'adresses à une cible qui est très hétérogène, quoi, finalement. Tout à fait. Donc tu repars un peu des fondamentaux et ensuite tu commences à glisser un peu de contenu plus poussé. Alors, sans vouloir tout dévoiler, mais c'est quand même intéressant. On a fait une séquence de témoignages où on a capté des témoignages d'élus, de salariés qui ont été victimes ou qui ont ressenti de la discrimination. On fait écouter ça pendant 2 minutes aux élus et après on leur dit, on inverse les rôles. Si vous deviez former et sensibiliser à la lutte contre la discrimination, qu'est-ce que vous feriez? On les incite à réfléchir ensemble sur ces sujets et puis on va consolider leurs apports avec une vidéo de débrief. Ils vont avoir l'essentiel à retenir sur la lutte contre la discrimination, sans faire de grands cours, juste l'essentiel, avec des tips qui leur permettent à titre comportemental eux-mêmes d'être vigilants et d'accompagner à la fois des personnes qui peuvent être maladroites, mais également qui peuvent être victimes de discrimination, puisqu'il y a les 2 volets à travailler, à la fois les auteurs maladroits, voire parfois totalement volontaires, et puis les victimes. Et on les incite à communiquer sur ce sujet, notamment via les réseaux sociaux, pour dire, on s'est formé, on est à votre écoute, et on est là pour vous. Alors ça, tu vois, ça me parle beaucoup. Il y a 2 choses qui me parlent dans ce que tu dis. Un, ce qui est très fort, c'est que tu as réussi à recueillir des témoignages. Et tu vois, je le vois lorsqu'on lance des formations, il y a une résonance particulière, c'est quand tu arrives à avoir ça peut être des verbatims textuels tout simples. Le mieux, c'est d'avoir vraiment une vidéo, parce que là, ça donne une résonance. Mais ça permet de se dire, ah ok, ça existe dans mon groupe. Et voilà l'expérience vécue. Tu peux pas renier une expérience vécue qui est racontée. Et ça, je trouve que c'est incroyable que tu aies réussi à recueillir ça. Et la deuxième chose qui est encore assez rare, je dois dire, c'est de réussir à faire tes apprenants des ambassadeurs, tu vois, des fameux influenceurs. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, ok, il faut qu'ils s'en parlent sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils prennent la parole? En fait, c'est la culture du Crédit Mutuel. Quand on pense administrateur, d'autant plus dans une banque, on voit souvent des personnes qui sont assises autour d'une table de réunion, qui entendent parler de sujets qui sont pas trop intéressants. Avec une cravate. Avec une cravate. Non, mais je dis ça, toute ma famille était en banque, hein, donc Et qui après, vont se réunir dans 3 mois, au mieux, ou l'année prochaine.
Chez nous, Crédit Mutuel, c'est des personnes qui sont engagées, qui ne sont pas des professionnels de la banque, qui viennent parce que souvent, le Crédit Mutuel les a accompagnés à des moments où il y avait besoin d'être accompagnés dans des projets de vie, dans la création d'entreprises, face à des difficultés personnelles, et qui, parfois, sont reconnaissantes du Crédit Mutuel, parfois simplement se reconnaissent dans nos valeurs, dans l'état d'esprit qu'on porte, de solidarité, de proximité, d'entraide, de coopération, qui est le modèle sur lequel s'est fondé le Crédit Mutuel, et qui avait envie d'aider. Et donc, en fait, non seulement ces personnes-là participent à la stratégie du Crédit Mutuel, depuis la caisse locale jusqu'au niveau groupe, et dans tous les plans stratégiques qu'on a montés récemment, on a associé l'ensemble des élus de caisse locale. Donc, les 16 000 sociétaires clients ont pu donner un mot sur nos orientations stratégiques. Ils participent également au développement, parce que on communiquait pas forcément beaucoup par le passé, mais c'est aussi parce que notre ancrage local faisait que la recommandation, la facilitation. Une prescription super forte. On avait un taux de prescription super fort, et ça continue. Et ça continue d'autant plus avec les réseaux sociaux. Et puis le troisième intérêt, c'est que ces clients représentent leurs pairs qui les ont élus dans les conseils d'administration. Et donc, ils veillent à ce que leur banque gère la banque dans leurs intérêts. Et là-dessus, on parle des conseils d'administration, mais on a aussi les assemblées générales qui sont un moment fort de rencontre avec nos clients. On a combien par an ? On en a une dans chacune de nos caisses. On a 1525 caisses sur notre territoire. Et en fait, l'AG, c'est le moment où on rend des comptes à nos clients sociétaires qui peuvent nous poser des questions. On leur apporte des réponses. Et c'est un moment d'une grande transparence. Il n'y a pas beaucoup de banques en France qui ont la capacité à rendre des comptes à un échelon aussi proche local, de nos clients et local, et qui se préoccupent vraiment de leurs attentes. Et du coup, Yann, tu leur dis, OK, ça y est, vous êtes formés, vous avez les bases sur des sujets comme la discrimination. Maintenant, soyez ambassadeurs. Et qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que tu leur donnes un espèce de kit de com ou tu leur donnes, tiens, voilà, tu as ton certificat, tu le partages ? Est-ce que tu les outilles un peu ? Parce que souvent, tu vois, l'écueil qu'on a, c'est de se dire, oui, mais OK, j'aimerais bien que mes apprenants diffusent un peu. Et puis même, c'est aussi vertueux en termes de marque employeur, en termes de rayonnement, en termes de visibilité pour la direction learning. Est-ce que tu les outilles un peu ou ils sont carte blanche pour... On les outille un petit peu, mais ce qui est très fort dans le Crédit Mutuel, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que on va mutualiser que ce qui n'est pas possible à faire en local. Et donc, en fait, avant d'élaborer des outils communs, souvent, il y a des bonnes pratiques, des outils qu'on construit ensemble et qui vont permettre de générer ensuite les kits, les messages, les outils qu'on va dispenser pour que ce soit utile à tous et qui sont souvent largement améliorables encore par le local. Et donc, en fait, nous, notre job, c'est vraiment de proposer des outils communs, mais qui permettent à chacun de se les approprier et de faire en sorte qu'ils soient pertinents par rapport aux besoins locaux. Excellent. Et alors, du coup, Yann, je pourrais t'écouter pendant des heures parce que là, ça m'intéresse, ce genre de sujet. Et je trouve que ce qui est vraiment singulier, c'est cet ADN que vous avez qui est vraiment coopératif, tu vois, où tu as quand même une cible très spécifique à adresser avec une culture très forte. Et c'est une force, mais c'est aussi, je trouve, une belle pression que de respecter cet ADN. Alors, j'arrive sur un sujet un peu plus perso, Yann, parce que je sais qu'en parallèle de ton enseignement, de ta direction learning, tu es aussi un papa. Et c'est une question que je pose à tout le monde et je déteste quand on me dit que c'est une question que pour les femmes. Je n'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes modernes qui sont très impliqués et qui font en sorte que leurs femmes aussi rayonnent en entreprise. Tu es papa de 3 enfants. Quel est ton équilibre de vie et comment tu arrives à t'organiser ? Ta morning routine, par exemple. On va prendre un cas concret. Alors, la morning routine, c'est vrai que quand on est jeune parent, c'est le chaos. C'est le chaos. Et donc, la routine, c'est les enfants. Et donc, potentiellement, ce n'est pas la routine, puisque c'est finalement tous les accidents de la vie, toutes les joies d'avoir 3 enfants de 2, 4 et 7 ans. Au quotidien, avec un système français de garde d'enfants qui est très largement perfectible, d'éducation qui a le mérite d'exister, mais qui, pareil, peut encore largement être amélioré pour prendre en compte les besoins des parents et l'équilibre, notamment vie pro, vie perso et éducation des enfants, puisque c'est un triptyque. Donc, le premier temps, il est consacré aux enfants. Après, j'ai deux routines quotidiennes que je me suis mise en place. Merci le Covid. C'est la culture du podcast et des formats audio, parce que ça permet d'optimiser tous les temps morts. Et là-dessus, Hacking HR en post-Covid a été génial. Tu me fais plaisir, Yann. On prend. Il y a un autre podcast
j'écoute beaucoup, qui est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Mathieu, bien sûr. Sur des formats plus longs. 3-4 heures. Un peu plus de temps, mais moi, je les écoute en petits morceaux. Et puis le deuxième format qui est plutôt de cet été, c'est qu'on vit quand même une grande période de transition climatique et sociétale. Et donc, je suis passé au 100% vélo pour aller au bureau. Et finalement, le fait de retrouver du temps long, de prendre ses pédales plutôt que de s'enfoncer dans la voiture, tout en pouvant écouter des contenus audio, voilà, ça me permet aussi de retrouver une certaine hygiène de vie et de me dire que voilà, on a une culture du télétravail, un dispositif de télétravail qui est génial. Quel est ton ratio un peu? On est à 2 jours en télétravail et 3 jours en présentiel, avec 1 jour de réunion dans l'équipe, ce qui permet, 1, de garder la cohésion d'équipe, 2, de s'adapter à l'équipe de vie de chacun, et 3, de pouvoir aussi avoir un équilibre vie pro, vie perso qui est permis par le groupe. Agréable. Et du coup, tu t'es un peu sanctuarisé un emploi du temps où tu te dis, tiens, voilà, je suis plutôt du matin, là, c'est mes temps de concentration, ou tiens, mes réunions, je les mets que des après-midi. Tu as une espèce de méthode de productivité perso Alors, j'en ai quelques-unes. Il y a un bouquin incroyable sur le sujet qui s'appelle La 25e heure, qui est comment on trouve tous les petits outils qui vous permettent de gagner du temps dans votre quotidien. Donc, s'allouer un temps pour traiter les mails, ne plus mettre des réunions d'1 heure, mais 45 minutes. Comme ça, on se laisse le petit quart d'heure pour faire le compte-rendu, pour checker une urgence. Définir un objectif dans la réunion avec un verbe d'action, en ayant des parties clés, un facilitateur, un rapporteur, qui permettent de faire en sorte que la réunion se déroule bien. Et puis, s'accorder des temps à la fois de deep work, où on va pouvoir se concentrer vraiment sur un sujet sur lequel on souhaite avancer, et également de réflexion personnelle, pour pouvoir aussi prendre du recul régulièrement sur notre quotidien. Là, tu as parlé d'une notion qui moi, me parle beaucoup, celle de deep work. Vraiment de travail profond. C'est un moment de concentration où tu n'es pas perturbé. En général, tu coupes tes notifications, tes mails. Et trop souvent, moi, je rencontre des directions learning qui sont parfois sous l'eau, submergées, et qui se laissent un peu tyranniser, soit par les sollicitations externes, par les notifications mail, Slack, Teams. Et en fait, cette notion de deep work, c'est des temps que tu sanctuarises dans ton agenda. Donc, tu mets vraiment des créneaux. Moi, j'appelle ça deep work, focus, ou même carrément, quand je veux être très explicite, nos rendez-vous. Tu vois. Et c'est du temps que tu prends pour te concentrer sur des tâches vraiment de fond en général. Et ça, tu arrives à le mettre dans ton agenda et c'est respecté? Ouais, je le mets dans mon agenda, mais je le veille à le faire avec parcimonie, parce que le rôle d'un manager, c'est d'être coach, facilitateur vis-à-vis de son équipe. Donc le grand principe, c'est la porte ouverte, que mon équipe puisse me contacter à n'importe quel moment, parce que le but, c'est pas les freiner. On doit pouvoir déléguer tout ce qui est stratégique à l'activité du service, tout ce qui est core business. Et donc, moi, je suis là pour eux. C'est pas l'inverse. Je suis pas dans le contrôle, je suis dans la confiance. Et je dois leur donner les outils, les moyens pour leur permettre d'accélérer et de faciliter les choses et de déminer les sujets qui peuvent être sensibles. Excellent. Et du coup, alors je vois que tu écoutes des super podcasts. Est-ce que tu as des recos pour, j'allais dire les vacances de Noël qui arrivent bientôt, mais elles ne sont pas tout à fait bientôt, mais est-ce que tu as des recos lectures, films, ou même, tu m'as déjà dit des podcasts, mais des inspirations que tu nous recommandes un peu pour ouvrir les chakras? Alors, pour tout ce qui est développement personnel, il y a un bouquin qui est référence, qui a certainement déjà été cité, c'est Dream Team de Ludovic Giraudon. Pas encore. Qui est juste la Bible du manager positif en 2022 et au-delà. Ludovic Giraudon, il travaille dans le réseau Entreprendre et son bouquin est né d'une collection de post-it de toutes les bonnes pratiques qu'il a pu capter en faisant du conseil aux entrepreneurs. C'est un bouquin qui est un best-seller et je vous invite vraiment à le lire. Et un autre livre qui a révolutionné ma vie, c'est Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002, alors qu'il était psychologue, parce que il a posé un concept sur le fait que on est des êtres rationnels et émotionnels, et que la technique et le comportemental souvent vont de pair, et ce qui explique beaucoup de nos choix, de nos communications, de nos process d'apprentissage et même de nos décisions, qui sont pas toujours comme on aimerait le faire. Et prendre en compte cette démarche émotionnelle et comportementale chez notre public, chez nos proches, c'est quelque chose qui est extrêmement important si on veut donner du sens. Tu as raison. Et c'est sur le fait que tu as finalement 2 systèmes. Le premier qui est vraiment très intuitif et le deuxième qui est beaucoup plus rationnel et long. Super lecture, là, dis donc. Hein. High level. Et tu as un bouquin léger que tu nous recommandes, un roman ou... Je lis beaucoup de BD. Tu sais que moi aussi.
Quel type de bande dessinée? Historique, manga? Tout. À la fois culture japonaise, je lisais beaucoup de culture japonaise, mais également de culture française et belge. J'aurais du mal à vous citer une référence. Un référence tellement je suis accro C'est vrai à tout ça. Donc, alors moi, je te fais une reco, Katanga, qui est un de mes petits coups de cœur, une bande dessinée historique écrite par Pierre Nury sur l'ancienne colonie belge en Afrique, Katanga. Je te la glisse au passage. Et alors, ma dernière question que j'aime bien te poser, c'est quelle est ta citation? Je ne sais pas si tu as eu le temps d'en préparer une. Un mantra. Alors, c'est pas forcément une citation, une phrase inspirante qui donne la motivation le matin. Alors, j'ai pensé à la question et je vais te répondre de manière légèrement détournée. Le kanji, donc l'écriture japonaise du mot crise, se distingue en deux parties. C'est d'un côté le risque, le danger, et de l'autre l'opportunité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris malgré moi en finance, quand on parlait d'options. C'est qu'il y a toujours un moment, quelque chose de négatif qui peut arriver à toute situation et qu'on doit anticiper. Mais qu'on doit aussi, et la période s'y prête bien, c'est un petit peu... le climat ambiant est quand même assez oppressant. Il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des moments de lumière à capter et à valoriser. Et donc, le petit conseil, c'est quand vous vivez une situation qui n'est pas simple, sachez toujours distinguer l'opportunité, le positif que vous pouvez en retirer. Vous y gagnerez nécessairement. Excellent. C'est une très belle fin. Yann, j'aime beaucoup. Moi, ce que je retiens de notre échange, c'est 3 choses. 1, c'est la richesse des side projects. C'est-à-dire que finalement, ce que je trouve fou, c'est que tu arrives à enseigner une centaine d'heures par an à côté et on le voit, c'est un peu ton incubateur d'idées pédagogiques et je suis bluffée par la façon. Je pense que tu as des étudiants beaucoup de chance, tu vois. Mais je suis bluffée par ton Cluedo, tes jeux de rôle, ta junior entreprise. Je trouve que c'est vraiment génial et tu vois, le fait que tu puisses ensuite l'importer dans la sphère entreprise, ça donne beaucoup de chance. Deuxième chose que je retiens, c'est que finalement, on est dans une société où aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être d'entreprise, de l'impact, et on oublie que les directions learning peuvent avoir un impact en interne et en externe. Et je trouve ça génial, la formation que vous avez lancée avec l'Université de Strasbourg, qui est gratuite et ouverte à tout. Voilà, ça c'est un exemple concret d'impact, tu vois, c'est du tangible, c'est pas des belles paroles. Et la troisième chose que je retiens, c'était hack, productivité. Moi, je suis vraiment fan de ce genre de choses depuis quelques années. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je crois que c'est quelque chose, tu vois, qu'on n'enseigne pas assez à l'école. Et que la gestion du temps, les priorités, l'organisation personnelle, c'est aussi une des clés de l'équilibre de vie. Et c'est un sujet qui doit être vraiment beaucoup poussé. Merci beaucoup Yann pour ce super témoignage. J'invite tout le monde à te retrouver sur ton profil LinkedIn où tu postes régulièrement tes actualités et où j'ai commencé à te suivre il y a quelques temps. Et c'est un plaisir. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup Béatrice. À très bientôt, amis de la RH.